Bonsoir à tous, jeudi 10 octobre, bienvenue dans cette édition du 7-8 journal sur TV 78. Voici les titres de l'actualité locale. Des composteurs distribués aux habitants de Saint-Quentin en Yvelines depuis le début de l'année. L'agglomération en a remis 700. Certains sont individuels, d'autres collectifs, comme dans une résidence à Montigny-le-Bretonneux où des voisins se sont associés. Le gaming s'ouvre aux personnes handicapées. Handy Joystick, c'est une manette de jeu vidéo qui se contrôle entièrement par la bouche. Elle fonctionne grâce au souffle, à la pression et via commande vocale. Un outil développé par une entreprise d'Elancourt, Blue Linéa. Et puis rencontre avec Julien Baronne, il officie comme soigneur animalier au Zoo Safari de Thoiry, une profession passion exercée depuis peu suite à une reconversion professionnelle. C'est le portrait de la semaine. Et à suivre tout à l'heure une page économique avec notamment la boutique éphémère qui revient à l'espace Saint-Quentin. Rencontre aussi avec l'un des équipages du 20e Raid Amazon qui débute demain et l'une de ses membres nous vient des Yvelines. Réduire et trier ses déchets de façon écologique, c'est possible avec le compostage. À ce sujet, l'agglomération saint-quentinoise propose des composteurs en format individuel ou collectif. Des habitants sont venus les chercher récemment. Le reportage de Manon Varaldo et de Nicolas Dandry. Les habitants de Saint-Quentin en Yvelines sont venus chercher leur composteur mis à disposition par l'agglomération avec un kit incluant un bio-seau. Un tiers de nos ordures peuvent être compostables. Être acteur de l'écologie, une démarche importante pour ses habitants. On s'aperçoit que le fait de polluer, de consommer de plus en plus a des impacts vraiment significatifs au niveau de l'environnement. Je crois que ça y est, il est temps de trier ses déchets et de mettre en place du compostage dans mon jardin. Lors de la remise du matériel, des conseils étaient transmis aux futurs utilisateurs, notamment sur les déchets acceptés. Vous préparez une soupe, il vous reste des épluchures, il vous reste du verre de poireau et des choses comme ça. Tout ça, vous pouvez le mettre dans votre composteur. La principale précaution à prendre, ce sont les déchets d'origine animale, la viande, le poisson, les corps gras. Tout ça, on conseille de ne pas le mettre dans le composteur. Depuis février 2019, dans l'agglomération, 700 composteurs individuels ont été distribués. Une participation financière de 25 à 30 € était demandée. Une démarche également possible pour les quartiers et résidences. L'agglomération fournit le matériel sans participation des habitants. Qu'est-ce que tu nous apportes ? Un peu de café, un peu de concombre, un peu de fruits exotiques. À la résidence L'Arbalète des Prés à Montigny-le-Bretonneux, un petit groupe de voisins s'est formé pour accueillir 3 bacs de compostage de 800 litres. Une fois que le premier bac, le bac d'apport, est plein, on vient déverser la totalité dans le 3e bac, qui est le bac de maturation. Et ensuite, ça pourra servir d'espace vert, à la pelouse ou aux gens qui ont des bacs à fleurs par exemple. Les résidents ont pu voir émerger la transformation qui s'est faite entre ces 3 bacs, mais aussi l'évolution de leurs liens. Marilyn, Didier et Tony se retrouvent et échangent régulièrement autour du compostage, vecteur de lien social dans la résidence. Ils auraient pu être face à face lors des prochaines élections municipales. À Trappes, les 2 hommes feront finalement front commun. Othman Nasrou pourra compter sur une alliance avec Mustapha Larbaoui, l'ont annoncé aujourd'hui. Le conseiller municipal d'opposition avait appelé la semaine dernière le pharmacien et ancien président du club de football à le rejoindre pour le scrutin. Mustapha Larbaoui qui avait pensé un temps être candidat avant de renoncer. Il rejoint donc Othman Nasrou qui reste candidat principal dans une liste commune nommée Engagement Trappes Citoyen. Les propos sont recueillis par Marilène Yapichino. C'est la main tendue que j'attendais. Je ne vous cache pas qu'on est venu me voir par ailleurs, Monsieur Malandin par exemple. Voilà, mon choix s'est porté maintenant sur la candidature de Othman Nasrou. Et avec mon groupe, avec Engagement Trappes, nous travaillerons en ce sens et nous apporterons les solutions nécessaires au changement et à l'avenir de cette ville. Un rassemblement qui ne soit pas un rassemblement partisan, parce que l'avenir de la ville aujourd'hui, il ne passe pas par l'opposition entre la droite et la gauche, il passe par un projet, et puis il passe par des compétences. Et la compétence de Mustapha Larbaoui, elle est incontournable. Et donc, c'est naturellement que je vais proposer qu'on fasse équipe, qu'on forme un vrai duo, un vrai partenariat.
Et les deux hommes annonceront les grandes lignes de leur programme après les vacances de la Toussaint. À noter qu'à Trappes, le maire d'Hiver Gauche sortant, Guy Malandin, a annoncé son souhait de briguer un 4e mandat en 2020. Pas de candidature déclarée encore du côté de l'adjoint Ali Rabet, qui a lui enregistré la semaine dernière le soutien de Benoît Hamon. Au chapitre économique, le lancement de la 2e boutique éphémère Scola. Depuis le 2 octobre, cette structure est ouverte à l'espace Saint-Quentin. 20 stagiaires âgés de 18 à 30 ans vont y apprendre les techniques de vente. Les détails de Nicolas Dandry. 2 créateurs de vêtements à la boutique Scola, Éric Fontanini et Camille Andrieux, sont les fondateurs d'Habile, une marque créée en octobre 2018. Des vestes, des salopettes ou des tabliers avec des mains en activité imprimée. Leur particularité, la fabrication de pièces indémodables. Mais qu'en fait, la veste, elle peut se porter des deux côtés. Donc ça, c'est un argument de vente que vous pouvez aussi expliquer. Nous, on vous confie notre projet et que la vente, à la fin, c'est l'essentiel. Nous, on s'est créé, mais vous allez savoir vendre. Et nous, sans vous, on ne saura pas faire. Donc c'est ça aussi qu'il faut que vous disiez avec Habile, c'est que notre projet il va exister à travers vous et c'est ça qui est important et c'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça qu'on est heureux de participer au projet Scola. Ces vêtements seront à la disponibilité des 20 stagiaires de la boutique éphémère. Objectif pour eux, vendre le plus de pièces possible. Pourquoi le commerce ? Parce que j'aime beaucoup le contact clientèle. Tous les jours, on a un nouveau challenge et c'est ça qui est vraiment excellent. Je pense que Scola va m'apporter beaucoup plus de connaissances, les techniques de vente, comment conseiller les clients, comment aller plus loin dans la vente et tout. Une nouvelle expérience qu'on renouvelle, toujours avec les mêmes objectifs, développer l'emploi local et être vecteur de dynamisme économique et de lien social. Ces 20 jeunes âgés de 18 à 30 ans et originaires de Saint-Quentin en Yvelines vont être formés pendant 2 mois au métier de vendeur. 24 heures de théorie et 11 heures d'immersion dans la boutique par semaine. C'est aussi l'accompagnement dans leurs projets professionnels et le développement du savoir-être et de la confiance en soi. Ce jour-là, ça se passe avec Aurélien Duhart, champion de kickboxing et de boxe thaï. Répète, insiste, quotidiennement, ancre ton action dans la chair. Le message, c'est que chacun est responsable de ce qui lui arrive et qu'on a un pouvoir sur notre vie. À la fin de la carrière, j'ai décidé de m'intéresser au fonctionnement humain, aux neurosciences, et j'ai pu mettre des mots enfin sur comment je m'étais transformé en champion pour mieux le partager aux autres. Aujourd'hui, plus de 75% des apprenants de la boutique Scola édition 2018 ont connu un retour à l'emploi après cette formation. Les zones commerciales saint-quentinoises, c'est le sujet du prochain 7-8 échos. Au programme de l'émission, reportage au sein du chantier Open Sky. Le centre commercial doit ouvrir au premier semestre 2020 à Plaisir, un complexe de 31 000 mètres carrés dont les travaux ont démarré début 2017. Et puis on parlera aussi de la réflexion autour du pôle Paris-Ouest, Forum Gibet, Porte de Chevreuse, qui s'étend sur les communes de Morpas et de Coignères. Une enquête en ligne a permis de recueillir 2700 réponses entre mai et juin. Extrait. On a un taux de vacances qui est aux alentours de 5%. On a une problématique en termes aussi de mobilité. Sur l'offre commerciale, on n'a pas un positionnement clair. Et on a aussi des attentes des consommateurs sur une volonté de mieux manger, d'avoir plus d'activités, de mieux circuler au sein même de ce pôle, de trouver une cohérence globale et de retravailler aussi l'urbanisme qui est vieillissant. Prochain 7-8 échos à retrouver demain vendredi à 18h30 sur TV78 ou en replay sur tv78.com. Alors que la Paris Games Week s'ouvre ce 30 octobre, cette petite révolution a fait son apparition dans le monde du jeu vidéo. Handy Joystick, une manette qui se contrôle entièrement par la bouche, le souffle, l'aspiration, la pression et aussi les commandes vocales. L'appareil permet à des personnes souffrant d'un handicap lourd de pouvoir jouer par exemple à FIFA, Call of Duty ou encore Fortnite. C'est une entreprise d'Elancourt qui a développé ce joystick et pour en parler, 2 invités autour de la table. Xavier Corbin, bonsoir. Bonjour. Directeur du développement à Blue Linea qui est spécialisé dans la domotique, c'est-à-dire les objets interconnectés, et également Florian Matra, bonsoir. Chef de produit spécifiquement sur cet Handy Joystick. Vous nous expliquerez tout à l'heure comment ça fonctionne, voilà, concrètement. Première question pour vous, Xavier Corbin, pourquoi avoir développé cette solution ? Écoutez, chez Blue Linea, depuis assez longtemps, on offre des solutions pour les personnes en situation de handicap qui adressent principalement les soucis de mobilité, l'accessibilité, la capacité de contrôler son environnement, c'est-à-dire permettre à un tétraplégique d'allumer les lumières, d'ouvrir sa porte, de répondre au téléphone. Et on s'est aperçu qu'il y avait une grosse attente également pour pouvoir accéder au numérique. Ce que nous, on fait assez naturellement avec un joystick ou une manette de jeu. Pour un tétraplégique, c'est évidemment bien plus compliqué. Et c'est un des
seul et un des principaux loisirs auxquels ils peuvent accéder. Donc on a développé cette manette anti-joystick pour cet usage. Il y a environ 50 000 personnes tétraplégiques en France. C'est important de leur donner cette capacité de s'évader par le jeu vidéo, par cet accès à un monde virtuel finalement. Ah oui, absolument. Enfin, on a parmi nos clients, pour exemple, un jeune garçon d'une dizaine d'années qui revit vraiment depuis qu'il a cette manette de jeu qui lui permet de jouer avec son frère, avec son père. Donc ça recrée du lien social aussi. Exactement, du lien social. Et puis il devient réellement actif dans sa vie quotidienne. Et ça lui a même permis de développer des capacités de respiration, d'inspiration et de musculation également de la mâchoire, parce que la motivation est importante pour un enfant de pouvoir jouer. Du coup, il faisait plus d'efforts qu'il n'aurait pu faire avec un ergothérapeute ou un autre médecin. Donc c'est un moment d'évasion, ça développe le lien social. Je crois qu'il y a aussi, et forcément ça a été démontré, le jeu vidéo a des bienfaits aussi dans les soins. Vous travaillez notamment avec des établissements de santé via cette solution, c'est ça ? Absolument, c'est quelque chose qui est utilisé dans des centres de rééducation, dans des foyers d'accueil spécialisés, parce que c'est un vrai loisir, c'est un vrai moment de liberté et d'évasion que l'on va offrir à ces personnes-là, qui aujourd'hui ont très très peu de moyens d'interagir sur leur environnement pour accéder à du loisir ou à quelque chose de plus fun. On sait leur faire allumer une lumière ou ouvrir une porte, mais ça c'est pour des gestes de la vie quotidienne. Là c'est davantage orienté sur le plaisir. Alors c'est une manette qui fonctionne grâce au souffle, à l'aspiration, aux pressions aussi que l'on va exercer sur cet appareil. Il y a aussi, je crois, la commande vocale qui rentre en ligne de compte. Concrètement, comment ça marche ? Alors en restant le plus pédagogique possible, comment ça marche cette solution ? Alors là, donc j'ai le produit avec moi. Donc en fait, typiquement, donc c'est un joystick buccal. Donc là ici, on va avoir une pipette avec plusieurs trous. Donc je vais pouvoir souffler et aspirer dans chacun des trous pour émuler un bouton de manette. D'accord. Donc typiquement, je souffle le milieu pour appuyer sur croix, j'aspire, ça fait carré. Voilà. Et avec cette base donc de jeu, le joystick en entier permet de faire bouger les bonhommes. Et donc en fait, avec cette base-là au niveau de la bouche, on peut aller jusqu'à 26 actions différentes, donc 26 touches, ce qui émule largement une manette de console aujourd'hui. Et ça va permettre à la personne de pouvoir jouer à n'importe quel type de jeu vidéo, juste avec la bouche et les lèvres. Comment techniquement on arrive à transformer du souffle, des mouvements en commande de manette ? Alors ça, après, c'est plus de l'électronique, ça se passe à l'intérieur, l'intelligence est à l'intérieur, en fait avec des systèmes de membranes. On va avoir des pressions dans les tuyaux, des membranes qui vont se gonfler, se dégonfler, ce qui va permettre de faire un contact électromagnétique à l'intérieur du boîtier qui va déclencher derrière une commande. Est-ce que c'est un boîtier qui peut se régler, se personnaliser selon les préférences de chacun ? Bien sûr. Les manettes, en général, on a tendance aussi à changer nos touches. Voilà, bien sûr, tout à fait. Donc en fait, nous, ce que nous faisons, c'est que nous mettons déjà de base des programmations à l'intérieur de l'anti-joystick, des programmations de base pour certains types de jeux, donc jeux de sport, jeux de voiture, jeux de plateforme, jeux de combat. Et en fait, à partir de ces programmations personnalisables, le joueur aura aussi la possibilité dans le jeu de rechanger ses touches à sa guise. Ça a été long à mettre en place cette solution, à la développer ? Alors, ça a pris un petit moment, oui, effectivement. Ça a pris un petit moment. On va essayer justement, comme le disait Florian, de créer quelque chose qui soit universel, qui puisse s'adapter à toutes les plateformes, qui soit facile à configurer également pour le joueur. Et à pouvoir être utilisé par n'importe qui. Parce qu'on peut jouer aujourd'hui avec les principales consoles de salon, avec le PC, ça peut être utilisé. Tout à fait, bien sûr. En fait, nous le mettons en avant pour le jeu, mais on peut également s'en servir sur un PC ou un smartphone. Pour tout ce qui va être sur un smartphone, ça servir des applications, et sur un PC, traitement de texte, navigation Internet et tout ce qui s'ensuit. En fait, ça va émuler tout simplement une souris et quelques touches du clavier. Donc après, derrière, on se sert de l'ordinateur. Comme d'une souris et d'un clavier. Et tous les jeux, ça marche avec tous les jeux ? Alors oui, effectivement, ça marche avec tous les jeux sur plusieurs types de plateformes. Les consoles de salon, notamment PS4, PS3, Nintendo Switch, les PC pour émuler des souris, Windows, macOS, et également les smartphones et tablettes Android. Une dernière question avec vous, Xavier Corbin. Ça coûte quand même 1 490 €. Est-ce que c'est pas un peu cher pour Alors, cette solution ? effectivement, ça peut paraître un peu cher, et c'est d'ailleurs un peu cher. C'est vrai que c'est quand même quelque chose, un prix assez élevé. Maintenant, c'est une technologie particulière. Ce type d'objet, vous imaginez bien que c'est pas fabriqué d'un même ordre de grandeur qu'un smartphone ou qu'un équipement tel qu'une télévision, même un jeu vidéo. Donc, c'est une diffusion beaucoup plus restreinte, une fabrication en très petite série, ce qui fait que ça va directement impacter sur le prix.
Et on retrouve toutes les informations sur le site internet de Blue Linea. Merci Florian Matra, merci Xavier Corbin, directeur du développement chez Blue Linea. Merci d'être passé en plateau. La Chambre des métiers et de l'artisanat des Yvelines accueillait aujourd'hui un premier forum dédié au numérique. Le public visé, c'est les très petites entreprises. Retour avec Aurélie Ronce. Une vingtaine d'exposants réunis pour un même but, sensibiliser les petites entreprises du territoire au numérique. Un enjeu primordial aujourd'hui pour mieux développer son activité. C'est ce qui a conduit la Chambre de métiers de l'artisanat des Yvelines et l'association France Gestion à organiser ce premier forum. L'évolution va très très vite actuellement et on a l'impression que les artisans ne se rendent pas compte de l'utilité de ces outils qui peuvent être très utiles pour leur métier. Je fais de la communication, j'ai un site, j'ai Facebook, j'ai Instagram, je fais pas mal de choses et j'avais besoin de voir si je devais m'améliorer, sur quel point je devais travailler. Au programme de la journée, des ateliers, des démonstrations avec des casques de réalité virtuelle ou encore des démonstrations de drones. C'est un outil qui est un objet connecté qui peut vraiment servir pour nos entreprises. Prenez l'exemple du bâtiment pour faire des cartographies, voir comment il y a une déperdition de chaleur ou pas. Une centaine de TPE yvelinoises étaient attendues. La Chambre des métiers de l'artisanat des Yvelines souhaite d'ores et déjà pérenniser cette manifestation. Soigneur animalier, un métier qui intéresse, mais seulement 3 écoles en France préparent à ce métier. Être au contact des animaux en extérieur, c'est le métier de Julien Baronne, justement. Il est âgé de 32 ans. Manon Varaldo et Rodolphe Blondel ont suivi son quotidien au zoo de Thoiry. Mathieu pour Julien. Julien Baronne, 32 ans, s'apprête ce matin à aller donner à manger aux lémuriens. Là, on est chez les Makikata, ce sont des lémuriens. Et ce que je fais généralement quand j'arrive le matin, c'est qu'on va procéder à un premier nourrissage. Ça nous permet, nous, en tant que soigneurs, de pouvoir regarder si tous les individus du groupe vont bien, s'il n'y a pas de blessures. Les lémuriens mangent des légumes le matin et des fruits le soir. Le soigneur leur donne quelques compléments alimentaires goût framboise. Chaque île est attribuée à une espèce. Ce sont des loges qui sont chauffées. À l'intérieur, ils ont à disposition de la nourriture et de l'eau. Ils ont un accès, donc actuellement, en pleine saison, quand il fait chaud, on leur laisse ce qu'on appelle un accès libre. Et quand les températures vont commencer à baisser, puisque ce sont des animaux qui viennent de Madagascar, ils n'ont pas forcément l'habitude des températures très froides, hivernales. Le soigneur du soir sera chargé, lui, de rentrer les individus. C'est pour ça donc du coup qu'à Thoiry, on a une division, on a les soigneurs du matin et les soigneurs du soir. Le soigneur, muni de sa cisaille, coupe des branches de bambou pour une autre espèce de lémurien. Ce sont pour des lémuriens qui ont l'habitude, dans le milieu naturel, de consommer du bambou. Donc ils adorent ça. Ces lémuriens, plus timides, sont abrités dans un second bâtiment. Eux, de caractère, on les connaît parce qu'ils sont très méfiants, très peureux. Et du coup, ils se méfient et sont en même temps tentés par le bambou. On essaye de les habituer à l'extérieur. 80% du travail du soigneur animalier est consacré au nettoyage des enclos, une tâche en extérieur qu'il apprécie puisqu'avant d'être soigneur animalier, il était assistant logistique dans un entrepôt de fret aérien à Roissy. C'est aussi ça le métier. C'est un métier qui est assez physique. On travaille à l'extérieur, il ne faut pas avoir peur l'hiver d'avoir froid et l'été d'avoir chaud. C'est une reconversion professionnelle pour Julien. Il a découvert ce métier à travers des bénévolats. J'étais, je pense, un peu âgé pour faire les écoles. Du coup, je me suis tourné vers une formation à domicile qui va en fait vous fournir les cours. Vous êtes suivi par un professeur mais à distance et qui va donc vous fournir aussi des conventions pour les stages. Et ce qui est super important chez un soigneur, c'est l'expérience. Après plusieurs stages dans des parcs, Julien a débuté comme soigneur au zoo de Thoiry en juin. Une reconversion professionnelle bénéfique pour le trentenaire. Ça n'a pas été un chemin facile, mais il faut s'accrocher et puis on y arrive. Il y a 2 équipes de soigneurs. Julien fait partie de l'équipe du matin. Il se retrouve avec sa collègue pour faire le point sur leur journée. Le reste du temps, le soigneur a toujours son talkie-walkie pour échanger avec ses collègues. Ils sont particuliers parce que ce sont des talkie-walkie qui, une fois allongés, vont sonner. Et donc si on a un incident quelque part dans le parc et qu'on se retrouve au sol avec la jambe cassée par exemple, le talkie va sonner chez tout le monde. Et donc du coup ils peuvent nous retrouver comme ça, ils savent qu'il y a une alerte.
Les soigneurs s'occupent également des animations. Les visiteurs prennent place à bord du safari. On va donc accueillir les visiteurs, les faire monter dans le camion et partir pour une petite heure et demie de visite. Les visiteurs peuvent découvrir des lions, des éléphants et d'autres animaux durant cette visite en compagnie de Julien. En France, seulement 3 écoles préparent au métier de soigneur animalier. Une aventure sportive et solidaire, le 20e Raid Amazon débute demain. 6 jours de trail, run and bike, canoë et également tir à l'arc au Vietnam. Et pour cette édition, des équipages venant des Yvelines seront en course. L'une des membres de cet équipage, Romy Fournier, est avec nous en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes de Carrières-sous-Poissy. Vous allez être, vous, dans l'équipage de Face Together. Donc c'est le nom de l'association que vous avez créée pour ce raid. Ça débute demain avec le départ pour le Vietnam. Quel est votre état d'esprit à un jour de ce raid? On a du mal à réaliser que c'est déjà demain le départ. Ça fait bientôt 1 an qu'on prépare le raid. Niveau sportif, qu'on recherche les partenaires, qu'on soutient l'association Mille et un sourires. Donc on a du mal à réaliser tout ça. On parlera du soutien à l'association Mille et un sourires dans un instant. Pourquoi vous lancez dans cette aventure? C'est une première participation. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Alors cette aventure, je l'ai fait avec ma sœur. On a 18 ans d'écart, on n'a jamais vécu ensemble et on avait envie de vivre notre aventure. Et le raid Amazon, on a choisi ce raid-là parce que c'est un raid qui a vraiment un aspect solidaire qui était important pour nous et qui donne tout son sens au raid pour nous. Aspect sportif, aspect solidaire. Il y a l'équipe organisatrice du raid qui soutient chaque année une association locale. Là, pour le coup, ça sera une association vietnamienne. Et vous avez décidé, vous nous l'avez dit, de soutenir Mille et un sourires qui œuvre pour les enfants malades et handicapés, c'est ça? C'est ça, ouais. En fait, ils accompagnent les enfants malades et handicapés, mais aussi les familles dans leur quotidien. Ils les soutiennent financièrement, matériellement. Et c'est vraiment une asso qui nous touchait particulièrement, avec qui on a des contacts et qu'on soutient tout au long de notre préparation. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir bouclé notre budget. Donc tous les fonds qu'on débloque maintenant, c'est pour eux. Un budget de combien pour faire cette aventure? Il faut compter à peu près, ça dépend le nombre de participants dans l'équipe, mais il faut compter, billets d'avion inclus, à peu près 10 000 euros. Parce que je crois qu'on peut être 4 par équipage, jusqu'à 4. Non, c'est des équipes de 2 ou de 3. De 2 ou de 3. Ça vous tenait à cœur, oui, de soutenir particulièrement cette association, Mille et un sourires? Oui, parce qu'on cherchait une association avec laquelle on pouvait avoir des liens, on pouvait avoir des rencontres, un partage vraiment. Et on a fait une course avec un petit garçon malade. Et pour nous, c'est vraiment important d'avoir des contacts humains et pas seulement l'aspect sportif. Donc ça, c'est pour le volet solidaire. Forcément, un volet sportif, 6 jours de traversée du Vietnam. Qu'est-ce qui vous attend sur place? Alors du run, du canoë, du VTT et aussi du tir à l'arc et une chasse au trésor. Et vous vous êtes préparé, vous avez dit, de longs mois, sur le plan physique, en tout cas, pour affronter... Oui, plus ou moins bien selon les épreuves, parce que typiquement le canoë, on ne peut pas en faire tous les jours. Mais on a la chance d'avoir des partenariats avec le Raid Amazon, avec la Fédération française de canoë et de tir à l'arc. Donc on a pu s'entraîner avec les clubs locaux. Donc on s'est préparé comme on a pu et on fera au mieux qu'on peut pour tous ceux qui nous soutiennent. Les partenaires grâce à qui on peut partir demain, mais aussi nos proches et notre famille qui nous soutient tous les jours depuis 1 an. Il faut être en bonne condition physique et sur place, il y a aussi forcément des conditions météo un peu difficiles, de l'humidité peut-être qui vous attend? C'est typiquement des conditions auxquelles on ne peut pas vraiment se préparer ici. Donc c'est à peu près 30 degrés et un taux d'humidité assez important avec des averses, des orages. Et beaucoup de dénivelé aussi, donc ça risque d'être intense. Et du coup, l'objectif pour vous, c'est de le boucler, c'est de participer à l'aventure, c'est ça qui compte d'abord? Je pense que je ne vais pas parler au nom de ma sœur, mais pour moi, l'objectif, il est déjà atteint en partie. Parce que notre gros objectif, en tout cas pour moi, c'était d'y aller. Et maintenant, c'est que du bonus. Tous les fonds on va faire notre maximum pour encore débloquer des fonds pour Mille et un sourires. Et pour faire honneur à nos partenaires, à nos proches et notre famille sur place. On vous souhaite bonne chance pour ce raid. Romy Fournier, participante donc au 20e raid Amazon avec l'équipe Face Together, et on pourra suivre 88, l'équipage 88. On pourra suivre les aventures du raid Amazon sur le lien internet qui s'affiche en bas de l'écran. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Et pour terminer ce journal, on retrouve Mélanie Poquet, bonsoir. Bonsoir. De la rédaction de TV78. Et pour votre coup de cœur loisir cette semaine, Mélanie, c'est un bond dans le passé que vous proposez. Eh oui, pantalon serré, blazer cintré, mini-jupe imprimée, des poids, des rayures. À Rambouillet, on vit depuis un mois avec les années yéyé, une manifestation organisée par le Lions Club de Rambouillet. Et pourquoi les années 60 ? Vivien Vallée nous donne la réponse. Les années yéyé, c'est des couleurs, de la bonne humeur et de la personnalité. On s'aperçoit aujourd'hui que tout est un peu dans un CX. Il faut que ça soit aérodynamique partout, dans tous les sens. Et là, on retourne dans la joie de vivre de cette époque-là. Et la joie de vivre, Mélanie, ça va se conjuguer avec différentes animations ? Et oui, les prochains week-ends vont être bien remplis, mais celui-ci, dès samedi 12 octobre, c'est prévu une animation 60s très italienne. Il y a aussi une vente aux enchères qui est prévue le même jour. Là, les passionnés pourront peut-être s'offrir une Camaro des années 60 ou une Chevrolet. Des animations au profit des œuvres du Lions Club, des précisions. Le slogan, c'est 60 jours d'animation sur les années 60 pour les plus de 60 ans en difficulté. Alors notamment les malades d'Alzheimer. Vous savez que le Lions Club a lancé les centres d'accueil du jour Alzheimer. Et nous en avons un à Rambouillet. Il y aura ensuite les personnes qui ont des problèmes de vue, bibliothèque sonore, la vue qui baisse après 60 ans, les handicaps physiques et mentaux. Alors, la vente aux enchères est prévue à 14h à l'hôtel Mercure de Rambouillet. L'animation italienne, elle, c'est le matin dans la galerie marchande du Bel Air. Merci Mélanie. Et pour connaître d'autres idées de sortie, il y a plein d'autres choses encore dans les Yvelines. Votre émission 7-8 loisirs et c'est à retrouver dans quelques minutes sur TV78. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Belle soirée à tous.